Bonjour tout le monde et bienvenue à la session business de Startup Week sur comment grandir avec un accélérateur ou un incubateur. Je suis très heureux de pouvoir parler à ce sujet. Je vais tout d'abord me présenter et, euh, et expliquer un peu de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je m'appelle Shayan Sagnal. Je suis Startup Business Development Manager pour AWS en France. Je suis avec AWS depuis un peu plus d'un an et demi. Auparavant, j'ai passé 10 ans dans le monde des startups en tant qu'entrepreneur, founder ou co-founder de startups, 3 startups. La première qui en fait était dans le domaine des télécoms, avec qui on a fait une exit au bout de 5 ans. Et la deuxième qui était un peu plus vouée à l'échec, on va dire, et qui a terminé son aventure au bout d'un an. Et la troisième qui était une RH Tech, avec qui on avait levé une série B et qui continue à durer maintenant et vient de lever une série C de 34 millions. Donc une startup qui continue à opérer. Tout ça pour dire en fait que dans l'équipe startup AWS, on est pour la plupart soit des ex-entrepreneurs, soit des ex-investisseurs dans les startups. Donc on a des cicatrices pour le dire. Et ça nous permet aussi de comprendre les enjeux que vous avez en tant que startup, que vous soyez en phase de concept ou en phase de croissance ou une scale-up. Et ça nous permet d'avoir des discussions en fait avec vous qui sont pas forcément que tech, d'accord. Au jour le jour, mon rôle à AWS me fait interagir en fait avec les accélérateurs, les incubateurs les plus, on va dire, les mieux notés. Hein. Et on opère avec ses partenaires, avec des office hours. On identifie des moyens pour aider les startups à scaler et accélérer leur go-to-market et à accélérer leur innovation, d'accord, et leur développement de produits. Et en fait, on essaie au maximum chez AWS d'aider ces startups à se focaliser sur leurs compétences, leurs différenciateurs, plutôt que de passer des ressources et du temps et de l'argent sur ce qu'on appelle en anglais undifferentiated heavy lifting, ce qui veut dire en fait l'outillage qui n'a aucun différenciateur pour votre startup. D'accord, et c'est pour ça que on est là aujourd'hui. Donc, on travaille actuellement avec des incubateurs, des accélérateurs et des fonds d'investissement à travers le monde. Donc aujourd'hui, ici vous avez une slide qui est un peu biaisée, qui montre quelques accélérateurs français ou des acteurs de l'écosystème français. On peut travailler, autant on pourrait travailler avec un accélérateur du type de Family, mais on peut aussi travailler en région, par exemple sur l'ouest de France avec Offset, ou avec les villages du Crédit Agricole qui sont éparpillés un peu à travers la France, d'accord. Mais on travaille aussi avec des très très grands accélérateurs, on va dire le Harvard des accélérateurs étant Y Combinator, qui est basé à San Francisco, d'où sont sorties des boîtes comme Slack, comme Airbnb, qui sont tous clients AWS aujourd'hui. Mais on travaille en France. On a des bureaux à Station F qui nous permettent de rencontrer des startups à travers les programmes d'accélération qui sont sur site, mais aussi pour faire des workshops et animer des workshops avec des startups qui sont à l'extérieur de Station F. Et on travaille aussi avec des fonds d'investissement, que ce soit du A16Z, Andreessen Horowitz, tout comme Daphne ou Serena Capital, ils investent en France. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on est présent à travers l'écosystème. Maintenant, on va parler de cet écosystème un peu, mais je sais qu'il y a beaucoup de start-upers qui me posent la question, quelle est la différence entre un accélérateur et un incubateur? Et je pense que je vais devenir un peu paresseux au fil de l'eau de cette présentation. Je vais parler que d'accélérateur, parce que je pense que le mot incubateur commence un peu à mourir au fil de l'eau et les incubateurs deviennent de plus en plus des accélérateurs d'une manière ou d'une autre. Mais on va parler un peu de ces différences. Et en parlant un peu des définitions. En fait, aujourd'hui en France, et c'est vraiment très spécifique en France, je remarque, on a vraiment l'embarras du choix
pour se faire accompagner et ne pas partir seul en piste en tant que start-upper. L'ordre dans lequel il faut solliciter ces différentes structures est important. Il faut vraiment étudier où on en est par rapport à sa start-up, quelle traction on a, quel type d'accompagnement on veut avoir. Mais il faut aussi faire un peu gaffe, il faut prendre garde de ne pas trop se faire accompagner. C'est super important en tant que founder que l'équipe fondatrice de la start-up apprenne à rester aussi autonome que possible aussi, d'accord? Et ça, je vais l'expliquer au fil de l'eau. Ces acteurs ont un rôle très particulier à votre croissance et à votre sécurisation de votre piste ou votre runway, mais il faut savoir aussi être indépendant. D'accord. Donc on a quelques exemples ici de type de soutien de start-up. On part de la base des espaces de coworking qui vraiment sont des hôtels hein, pour des startups qui ont besoin de locaux. Les espaces de coworking accueillent des entrepreneurs ou des auto-entrepreneurs sans structure d'accompagnement, d'accord, mais qui favorisent une vie sociale entre entrepreneurs de diverses manières. Je pense notamment à WeWork avec tous les vendredis des bières et du vin entre start-upers. Et l'appli qu'ils utilisent pour connecter les entrepreneurs entre eux, d'accord. C'est souvent utilisé par des auto-entrepreneurs qui n'ont pas encore créé des entreprises à proprement parler. Voilà, donc pas forcément beaucoup de soutien, mais un réseau. Ensuite, vous avez les incubateurs. Et les incubateurs, on va dire que c'est une appellation qui est de moins en moins à la mode. D'accord, que celle des accélérateurs. Elles ont historiquement été créées par des villes ou des établissements publics. Je pense notamment à Paris Co, d'accord, qui a été établi par la mairie de Paris, ou des établissements d'enseignement supérieur. Donc, par exemple, HEC Incubateur, Télécom ParisTech, etc. L'incubateur est surtout une structure d'hébergement, mais qui a une mesure d'accompagnement. En moyenne, une start-up, il reste 6 à 18 mois, d'accord. Et l'avantage, c'est qu'en tant que start-up, on arrive à démarrer sans isolation, sans être isolé. On peut trouver des synergies avec d'autres start-up, on peut bénéficier d'un accompagnement de base. De nombreux incubateurs aujourd'hui se sont rebaptisés en tant qu'accélérateurs pour en fait suivre cet effet de mode. Mais bon, l'essentiel, c'est de comprendre que c'est un accompagnement qui dure un peu plus longtemps que l'accélérateur de 6 à 18 mois. Les accélérateurs sont des structures d'accompagnement qui fonctionnent généralement par promotion, d'accord, ce qu'on appelle cohorte ou batch, de 4 à 6 mois qui aident les porteurs de projets à se structurer, à se rendre plus présentables auprès des investisseurs ou des clients potentiels. Donc, ce sont souvent des sortes d'écoles, on va dire, d'accélération de start-up qui aident les start-up à mener un processus, on va dire, à tambour battant, d'accord, où ils apprennent en fait des phases de vente, comment pitcher un investisseur, comment structurer leur cycle de vente, et d'un point de vue technologique aussi, arriver à un prototype, un MVP, un minimum viable product, qui vous permet d'arriver à un démodé. C'est pas tous les accélérateurs ont un démodé, mais certains en ont. Et cette démodé, c'est un peu marrant parce que c'est vraiment une exposition de toutes les startups d'un batch et à la fois de faire de la pub un peu pour l'accélérateur et dire voilà comment on est génial, mais aussi attirer l'intérêt des investisseurs ou peut-être de partenaires corporate qui pourraient éventuellement devenir vos clients. D'accord. Donc très important. Ces accélérateurs peuvent être locaux ou non. D'accord. On peut rejoindre je vois pas mal de startups françaises qui rejoignent des programmes comme Techstars aux US ou en France, mais aussi des accélérateurs comme Y Combinator. En France, on a notre premier accélérateur vraiment qu'on connaît tous, je pense, c'était Numa, hein, qui était auparavant le camping, enfin de camping, et qui a vraiment commencé, on va dire, ce phénomène en France et qui est devenu Numa. Aujourd'hui, Numa est un peu partout dans le monde, hein, que ce soit au Bangalore, au Mexique, en France, aux US. Mais on a aussi des accélérateurs un peu, on va dire,
pas très normatifs, on va dire de family, qui ont développé leur propre approche, leur propre philosophie, une certaine culture, d'accord. Et après, on a eu l'arrivée aussi de Techstars, qui est arrivé en France il y a 2 ans, qui viennent sortir leur deuxième promo la semaine dernière, qui généralement prennent une dizaine de startups par an pour les accélérer sur un programme de 3 mois, d'accord. Donc, on a parlé des accélérateurs, parlons un peu de ceux qui sont ni incubateurs et ni accélérateurs. C'est des structures hybrides, ça peut être des studios de développement qui en fait vous aident à développer vos projets, d'accord, type eFounders. Mais on a aussi des programmes qui sont un peu différents maintenant, comme Entrepreneurs First, qui viennent démarrer cette année à Paris. C'était un programme londonien où en fait ils vont chercher des doctorants, des chercheurs, etc. dans les meilleures universités du monde, et ils vont les mettre avec des personnes qui ont un peu d'expérience commerciale et un peu à la mode de X Factor, essayer de voir s'ils peuvent former des projets. Donc voilà, sur ça. Après, on a les pépinières pour terminer. Et les pépinières, c'est un peu des organisations qui accueillent des startups qui sont lancées, qui sont déjà avancées. Donc c'est surtout des structures d'hébergement, un peu comme le coworking, mais donc ça permet en fait de grandir sa startup sans être isolé et d'être entouré aussi de startups qui sont peut-être dans le même secteur d'activité. Donc là, je pense peut-être au Village by Crédit Agricole ou le hub de la BPI. D'accord. Donc voilà. Maintenant, pourquoi choisir un accélérateur? Parce que c'est pas forcément un choix qui s'efforce à tous, et c'est pas forcément la voie à prendre pour tout le monde. D'accord. Beaucoup de startups peuvent facilement grandir sans un accélérateur, un navigateur. Peut-être parce qu'ils ont déjà eu une startup avant, ils ont eu une expérience, peut-être parce qu'ils ont un cofondateur qui est expérimenté et donc n'ont pas forcément besoin de cet accompagnement et sont pas forcément isolés parce qu'ils ont un réseau existant, etc. Donc la première en fait raison pour rejoindre un accélérateur, c'est le temps. D'accord. Le temps pour une startup, c'est votre mana, d'accord. C'est votre raison de vivre, d'accord. C'est l'asset le plus précieux que vous avez en tant que fondateur. Et vous n'avez pas forcément un runway ou une piste de décollage qui est infinie, d'accord. Vous avez une piste de décollage qui est très très petite, très raccourcie. Et c'est dans cette piste, il faut absolument que vous décollez votre startup. Donc, la plupart des idées sont des grandes idées, d'accord? Mais la plupart des entreprises que je vois et que l'on voit vont faire faillite parce qu'elles n'ont pas pu décoller avant que la piste de décollage se soit terminée. Et c'est ça, en fait, ce que l'accélérateur peut faire pour vous, c'est pour vous donner les outils pour décoller plus rapidement ou d'étendre votre piste de décollage. Et donc, c'est vraiment la raison, je dirais, principale pour rejoindre un accélérateur. L'autre raison, et c'est un peu parallèle, c'est de bouger rapidement, d'accord. Je pense que Techstars a un dicton qui est do more faster, d'accord. Faites plus rapidement. Et là, ce qui est important avec ce que peut vous apporter un accélérateur, c'est vous n'avez pas besoin de recréer des roues qui ont déjà été inventées. D'accord, comme vous pouvez le voir dans le diagramme, il y a énormément de startups et d'autres fondateurs qui peuvent vous aider à ne pas commettre les mêmes erreurs. D'accord, et les gens qui travaillent, les personnes qui travaillent dans ces structures sont là pour vous éviter à faire ces mêmes erreurs et prendre des raccourcis, apprendre des autres. Par exemple, comment approcher une stratégie de vente en mode B2B quand on a un logiciel SaaS. D'accord. Comment est-ce que je structure, comment est-ce que je négocie, je me prépare pour mon business plan pour discuter de ma term sheet avec un investisseur. Ou comment est-ce que je market, comment j'augmente mes taux d'engagement sur une solution B2C. Donc ils ont des trucs et astuces qui peuvent vous permettre d'apprendre ça très rapidement. La troisième raison, ce serait
Alors, le titre, je dirais, ce serait plus frugal, c'est comment bouger ou avancer d'une manière frugale. D'accord. Beaucoup d'entrepreneurs que je rencontre sortent de grands groupes. D'accord. Il y en a beaucoup qui sortent d'école et qui vont direct. Maintenant, ça se passe de plus en plus en France. Mais certains sortent de grands groupes ou de boîtes de conseil, que ce soit McKinsey ou des sociétés comme Engie, etc. Et donc, ils ont peut-être une structure ou une méthode de travail qui n'est pas forcément appropriée à une startup. D'accord. Comme vous pouvez le voir dans le diagramme à droite, la tentation, c'est de construire par exemple une voiture et de d'abord prendre une roue, construire deux roues, puis après le carrossage, puis les moteurs, etc. Et puis vous arrivez au bout de la quatrième étape avec la voiture. Mais en fait, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut opérer quand on est une startup. Il faut pouvoir itérer, il faut pouvoir avoir un MVP aussi rapidement que possible. Et donc, par exemple, au lieu de la voiture, peut-être vous commencez avec un skateboard. D'accord. Et le skateboard, c'est pas forcément ce que vous voulez, mais c'est une première version pour tester le marché. Puis une fois que vous avez commencé à tester, vous peut-être vous créez un petit scooter, comme les Lime et les Birdie que vous voyez partout à Paris actuellement. Et ensuite, vous passez au vélo, puis après à la moto, et puis après à la voiture. D'accord. C'est un peu ça le concept du MVP, et de tester des hypothèses rapidement et d'éviter en fait d'investir dans les mauvaises choses, dans les mauvaises actions. Et ça, un incubateur ou un accélérateur peut vous l'apprendre. Ils peuvent en fait vous aider à réfléchir de cette manière, de prendre en compte des concepts comme du design thinking, etc. Et vous éviter de dépenser votre argent sur des projets erronés, in fine. Hein. Parfois, c'est peut-être pas du tout au niveau du développement produit, ça peut être du conseil sur éviter de recruter trop rapidement, par exemple. Et ma collègue Valérie Koskas, dans la prochaine session, va vous expliquer comment bien recruter sur une culture forte et faire des bons choix de recrutement. Donc voilà. Donc, in fine, ces accélérateurs, ces incubateurs sont là pour vous guider à faire des bons choix. Et il existe des accélérateurs pour diverses raisons, d'accord. Si vous êtes dans un marché niche, vous pouvez bénéficier d'un accélérateur qui se focalise sur une certaine thématique. Je pense notamment à des accélérateurs comme Plug and Play, Galeries Lafayette, qui se focalisent sur des thématiques de retail, de e-commerce, et où on voit en fait l'association d'un accélérateur américain avec un groupe français pour créer une thématique focalisée sur un domaine spécifique. D'accord, dans ce cas-là, le retail. Mais on en a d'autres. Hein. Il y a des accélérateurs qui s'occupent principalement de la fintech, qui s'occupent du deep tech, de la sécurité, etc., etc. Donc, si vous êtes une startup qui est opérée dans un milieu un peu niche, un accélérateur qui est dans cette thématique peut être vraiment, vraiment fructueux pour vous. Parce que il y a un réseau qui est déjà mis en place, il y a des sponsors qui sont déjà impliqués, qui sont acheteurs dans le marché où vous développez, qui sont à la recherche d'innovations qui vont les aider à se transformer dans le numérique et dans le digital. Et ils n'ont pas forcément le rythme d'innovation que vous avez en tant qu'entrepreneur. D'accord? Donc, il faut réfléchir à cette question. C'est vrai que derrière, il y a quand même un coût. Certains accélérateurs vont prendre de l'equity, donc des parts ou des actions dans votre entreprise. Et peut-être que vous vous posez la question, mais pourquoi est-ce que je les laisserais prendre 5, 6, voire même 10% de ma boîte à ce stade? D'accord? Et ben, des fois, ça peut être ce choix qui est considéré que ce runway, cette piste de décollage, elle peut être accélérée. Et si vous êtes dans un secteur un peu complexe, ça peut être vraiment différenciateur pour vous. Alors après, c'est vrai qu'on a l'embarras du choix. D'accord? Il y a tellement d'accélérateurs incubateurs en France. On a 228, enfin le recensement de la French Tech, c'est 228 incubateurs aujourd'hui et 49 accélérateurs financés à la fois par des aides publiques, on a des crédits impôt recherche, on a la BPI, on a tellement d'options. Et c'est vrai que l'écosystème français devient très frénétique dans les investissements, les opérations qu'on est en train de voir sur les startups. Mais comment choisir? Écoutez, j'ai pas la recette magique là-dessus. Hein, c'est pas
X plus Y égale Z sur l'équation. Ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment faire sa recherche. Il faut vraiment rechercher les thématiques, rechercher des incubateurs qui se mappent à ce que vous faites, d'accord. Si vous faites une shortlist, hein, donc une liste restrictive d'accélérateurs avec qui vous voulez travailler, ne vous fiez pas qu'au programme manager, ne vous fiez pas qu'au directeur qui gère ces programmes. Eux, leur job, c'est évidemment de vous vendre leur plateforme, d'accord. Bien sûr, ils vont le faire avec une bénévolence, mais n'hésitez surtout pas à parler aux founders, aux entrepreneurs qui ont fait partie de ces programmes, d'accord. N'hésitez pas à les contacter, à parler aux alumni et leur demander comment ça a marché, est-ce que ce qui était promis avait bien été délivré, est-ce que l'accompagnement était hands-on ou hands-off. Vraiment, n'hésitez pas à parler à d'autres entrepreneurs. Après, il y a aussi le cachet, hein, c'est-à-dire que des fois, rejoindre un accélérateur et un incubateur peut donner un certain cachet à votre entreprise, d'accord. Et ça, il faut pas forcément, c'est pas forcément structurant, mais ça peut être important quand vous commencez à lever des fonds, vous commencez à approcher des clients corporate, d'accord, si vous êtes dans le B2B par exemple, parce que si vous êtes dans un accélérateur qui est très connu, ça vous donne de la crédibilité. D'accord. Vous pitchez à des investisseurs, vous pitchez à des clients, et ça vous permet aussi de pitcher à des futurs employés. D'accord. Ça, il faut pas l'oublier. Maintenant, ça ne devrait pas être la seule raison de rejoindre ce type de structure, mais c'est quelque chose à prendre en compte. D'accord. Donc, il ne faut pas oublier qu'à quelques exceptions près, ce type d'accompagnement de qualité doit déboucher sur des objectifs très précis, hein, c'est-à-dire une levée de fonds. D'accord, si vous cherchez à lever des fonds, ou des clients. C'est vraiment l'objectif. Donc, il faut vraiment mesurer ce succès par rapport à ça. Et donc, pas tous les accélérateurs font des investissements, mais peuvent vous attirer des investisseurs. Voilà. Donc, pour faire court, il y a des listes partout, hein. Vous regardez dans la French Tech, le site web de la French Tech, vous faites du Google, vous allez retrouver tout plein d'accélérateurs. Ce que je vous donne, c'est plutôt des trucs et astuces pour vraiment réfléchir à comment les choisir. D'accord. Voilà. Alors, maintenant, une fois que vous avez votre liste, qu'est-ce que vous faites? D'accord. Comme je vous l'ai dit, parlez aux alumni et lisez, parce qu'il y a tellement d'informations sur leur site, sur leur thèse d'investissement, leur philosophie, leur approche. Ils documentent tout. Hein. Donc, allez voir sur le site de Techstars, par exemple, et vous verrez What to know before applying. Vous allez voir tout plein de choses sur le type de personnes qu'ils recherchent, etc. Vérifiez la section à propos et lisez tous les FAQ, d'accord. Maintenant, sur la demande, d'accord. Sur la demande, il faut traiter les candidatures à des accélérateurs un peu comme des CV, d'accord. La slide dit résumé, hein. Ça c'est la notation américaine, mais il faut traiter ça comme un CV. Un dossier, c'est ça. Hein, c'est certains accélérateurs reçoivent des centaines, ne serait-ce que des milliers de dossiers par an. D'accord. Donc c'est important de sortir du tas. Pour du early stage, quand vous n'avez pas vraiment de MVP, ce qui est plus important, c'est pas forcément vos métriques, mais c'est plutôt l'équipe. D'accord. Donc l'équipe est super importante. Il faut avoir une équipe de qualité et les problèmes qu'on essaie de résoudre sont moins importants. D'accord. Je vous donne un exemple de Techstars. On a eu une startup cette année qui a intégré le programme, qui faisait un truc. Pour confidentialité, je vais pas donner ce qu'ils font, mais ils étaient sur un segment très 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 spécifique. Et dans le comité de sélection, on s'est dit bon, le concept de ce qu'ils sont en train de faire, il est un peu, c'est pas forcément ce qu'il va vendre, d'accord. Par contre, l'équipe est tellement géniale qu'on va les prendre parce qu'on va pouvoir faire quelque chose avec, on va pouvoir les transformer en quelque chose d'autre, les faire découvrir un autre concept et attaquer ce problème. Parce qu'ils ont prouvé qu'ils peuvent coder, ils ont prouvé qu'ils peuvent vendre. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir une meilleure idée. D'accord. Et donc, ça peut arriver comme ça, qu'on peut intégrer un accélérateur. Et c'est très, très structurant pour cette startup parce que ils sont partis d'un mode où ils savaient pas vraiment où aller, à un mode où, en fait, le futur est à eux.
Ils peuvent commencer à bâtir là-dessus. Donc, c'est super important de sortir du tas. Euh, c'est aussi, alors comment est-ce que vous faites pour distinguer des autres? Donc, il y a l'équipe d'un côté, mais il y a aussi la traction. Donc, si vous êtes un peu plus mûr, c'est la traction commerciale, c'est la traction que vous commencez à avoir qui peut devenir structurant. Mais la traction, c'est un peu dangereux. D'accord? Parce qu'une fois qu'on commence à travailler avec des chiffres, des métriques, eh ben, on va vous tenir sur ces métriques. D'accord? Donc, c'est la grosse différence entre l'intégration en early stage et l'intégration en growth stage. D'accord? En mode croissance. Parce qu'en mode croissance, ça veut dire que vous avez des métriques. Ça veut dire que vous avez du MRR, donc du revenu mensuel récurrent. Vous avez des taux d'engagement si vous êtes dans le mode B2C. Et ce que les acteurs vont regarder, c'est votre progression, d'accord? Vous regardez votre taux mois sur mois de croissance, ils vont s'attendre à certains métriques, ils vont vous juger par rapport à ces métriques. Donc, l'attraction, c'est génial, mais il faut faire gaffe parce que si vous n'êtes pas vraiment en mode traction, n'utilisez pas cette carte. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Si vous avez un peu de traction, mais c'est vraiment tellement pré-revenu et c'est tellement petit, restez modeste, n'en faites pas trop parce que après ça devient que ça. Hein. Et une fois qu'on rentre dans les métriques, c'est jusqu'à votre exit. Donc ça c'est un petit conseil que je donne par rapport à mon expérience. Si vous êtes un investisseur, vous évaluez une équipe quand la boîte est en pré-revenu. Si vous êtes en train d'évaluer une startup en croissance, ben vous évaluez sur les chiffres. D'accord? Juste à titre d'indicateur, pour des investisseurs seed, d'accord? Donc, c'est la première étape d'investissement en sortant d'un accélérateur. Les investisseurs, généralement, recherchent pour des gros rounds de seed, 15 à 20 K de MRR en récurrent, avec une croissance de 15%. C'est pas forcément tous les sites qui font ça, mais les bons investisseurs vont regarder des chiffres et des métriques à ce stade. Voilà. Donc, nous, comment est-ce qu'on aide les startups qui intègrent ces programmes? Donc, on a des partenariats, on va dire, quasiment avec la plupart des incubateurs et des accélérateurs en France et bien sûr globalement. D'accord, aux US, évidemment, avec YC, avec Techstars globalement, avec les pépinières, avec les incubateurs d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, on est à Station F, etc. Donc, l'idée, c'est qu'on aide ces startups à travers les programmes de partenariat qu'on a fait avec ces organisations pour qu'elles puissent livrer des crédits AWS d'une part. Donc, on peut aller jusqu'à 15 000 $ de crédit AWS valable sur 2 ans pour une startup. C'est jusqu'à 15 000. Après, ça dépend du programme que vous intégrez et de la maturité du programme, enfin la maturité des startups dans le programme. Ça peut aller jusqu'à 100 000 $ sur 1 an si c'est un fonds seed qui a un historique et un track record de conséquences. D'accord. En plus de ça, on rajoute 5 000 $ de plus pour le support, un support technique de niveau business. Et ça, c'est super important parce que c'est le support business d'AWS et se distingue, on va dire, par le fait qu'on a des ingénieurs qui sont en train de traiter les demandes et que c'est pas forcément quand on a un problème qu'on appelle le support. C'est aussi quand on se pose des questions soit existentielles sur le cloud et comment se lancer ou migrer sur le cloud, mais tout aussi comment utiliser des nouvelles technologies comme les conteneurs, le serverless, les services de machine learning ou de data analytics qu'on a, qui sont managés, qui peuvent vous aider à accélérer votre roadmap. Donc, vous pouvez poser ces questions à nos ingénieurs et peuvent vous répondre. C'est presque un peu comme un CTO as a service dans le cloud. Mais bon. Et après, évidemment, on fournit des formations, du mentoring et des mécanismes pour vous aider à accélérer votre go-to-market. Donc, vous pouvez intégrer la marketplace d'Amazon, vous pouvez devenir partenaire technologique si vous commencez à avoir de l'attraction. Ça, c'est tous les points en fait que vous avez vus avec mon collègue hier sur le go-to-market. Et voilà. Donc, pour conclure, je sais que on a vraiment gratté que la surface de ce qu'on peut faire avec ce sujet. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent peut-être des questions sur des recommandations qu'on pourrait faire, etc. N'hésitez pas à me contacter. Voici mon adresse email. Et aussi, je voudrais vous rappeler que si vous débutez sur le cloud AWS,
On a des journées de formation qui se font mensuellement, d'accord. Et la prochaine sera donc le 8 février en 2019 au Nouvel An. Et aussi, je vous recommande en fait de retrouver toutes nos annonces sur AWS France. Suivez-nous sur Twitter, comme ça vous saurez si on lance des événements ou des meet-ups, etc. Voilà. Donc merci pour votre attention et j'espère que cette session a été utile. N'hésitez pas à me contacter si vous avez plus de questions.